Bienvenue à tous, nous allons discuter aujourd'hui de la chute verticale dans un fluide, c'est-à-dire en tenant compte des interactions qu'il peut y avoir avec le fluide qui va entourer l'objet. Alors pour faire quelque chose un peu différent de ce qui peut se trouver effectivement dans la littérature habituelle, nous allons aborder cette chute verticale par le biais d'une étude énergétique. Alors en termes des prérequis, nous avons besoin de connaître quand même le modèle linéaire des frottements fluides, c'est-à-dire que la force de frottement fluide sera proportionnelle au vecteur vitesse. Les conceptions d'énergie donc cinétique qui sont en général bien connues pour une énergie cinétique de translation, pour un point matériel, énergie potentielle, notamment l'énergie potentielle de pesanteur, mais nous allons aussi donc faire un petit aparté pour l'énergie potentielle associée à l'existence de la poussée d'Archimède, et donc de l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles. Le théorème de la puissance mécanique, qui nous donne une relation entre la puissance des forces dissipatives et la variation temporelle d'énergie mécanique. Des connaissances sur l'équation différentielle du premier ordre, que nous allons résoudre très rapidement. Pour objectif ici, donc, c'est d'utiliser une modélisation qui est un peu plus proche de la réalité que la chute libre que nous avons vue dans la vidéo précédente, c'est-à-dire une chute libre plausible ou pas. Utiliser donc une approche énergétique pour résoudre ce problème, c'est-à-dire donc utiliser un autre outil d'approche que la seconde loi de Newton, qui est souvent utilisé dans ce genre de situation. Alors, première étape, donc schématisation du problème ici. Donc nous avons un objet qui à l'instant t égale 0, qui est représenté donc ici en rouge par la position du point M à l'instant t égale 0, qui est noté ici M0, animé d'un vecteur vitesse V0 qui est nul ici. Ce sont des conditions donc initiales que j'ai choisies, donc les plus simples possibles. Ce qui veut dire que la composante verticale du vecteur vitesse qui sera notée ici Z.0 qui sera nulle, et la coordonnée selon Z, c'est-à-dire la cote du point M à la date t égale 0, qui sera grand H, c'est-à-dire la hauteur par rapport au sol de l'objet à l'instant t égale 0. Un instant t quelconque, ce qui est représenté en noir ici, donc le point M à la date t est représenté par sa cote Z à la date t. À cet instant-là, la force de frottement fluide avec le modèle linéaire dont nous avons discuté tout à l'heure, donc on a une proportionnalité avec le vecteur vitesse ici, avec un coefficient de proportionnalité qui est moins h, puisque les frottements fluides sont opposés au vecteur vitesse. Si l'objet est en train de tomber vers le bas, les frottements fluides seront orientés vers le haut. Ce qui peut s'écrire donc avec un vecteur vitesse qui n'a qu'une seule coordonnée d'espace ici selon l'axe z, moins h fois z point, donc z point je vous rappelle, c'est la dérivée temporelle ici de la coordonnée du vecteur vitesse selon l'axe z, suivant uz. En ce qui concerne l'énergie potentielle de pesanteur, donc j'ai supposé que cette énergie potentielle de pesanteur était connue, enfin tout au moins son expression. Ici il y a un choix donc, qui est assez souvent fait, mais qui est un peu arbitraire. L'énergie potentielle de pesanteur, je l'ai prise nulle en z égale 0, ce qui m'a permis d'écrire que l'énergie potentielle de pesanteur à la hauteur petit z, c'est-à-dire à la cote petit z ici, peut s'écrire plus mgz, et la masse de l'objet, par définition, c'est la masse volumique de cet objet, donc ici ρ représente la masse volumique de l'objet, multiplié par grand V. Alors attention, grand V ça n'a rien à voir avec la vitesse, un grand V c'est le volume occupé par l'objet, donc multiplié par G et Z. Donc ça c'est ce qui représente l'énergie potentielle de pesanteur à la cote Z sur l'axe Z. Alors, petit aparté, comme je le disais, donc avec la poussée d'Archimède. Donc, je vais mettre ici en remarque et on prendra ou on ne prendra pas compte de cette énergie potentielle, puisqu'on voit bien que pour un objet, celle-ci va avoir une influence plus ou moins importante en fonction notamment du fluide et de la masse volumique de l'objet qui est en train de tomber dans ce fluide. Alors, tout va dépendre. Est-ce que la masse volumique de l'objet est beaucoup plus importante que la masse volumique du fluide ou pas? Ici, on va considérer que la masse volumique de l'objet est quand même suffisamment importante devant la masse volumique du fluide, de telle façon à ce que l'on puisse considérer la chute ici sous l'action de la pesanteur terrestre, s'il s'agit du sol terrestre ici en dessous, bien supérieure à la poussée d'Archimède. Alors, si jamais nous avions à tenir compte, donc pour améliorer encore le modèle de cette poussée d'Archimède, on pourrait associer une énergie potentielle de pesanteur à l'existence de la poussée d'Archimède, ce que je pourrais noter EP pi, donc pi en référence à la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, eh bien ici, si on note un petit peu son expression vectorielle, la poussée d'Archimède c'est moins la masse volumique du fluide fois le volume de fluide déplacé qui, si l'objet est totalement immergé dans ce fluide, va être égal au volume de l'objet.
moins ρf fois v, donc ça c'est la masse de fluide déplacé, multiplié par g, donc ça c'est le poids du fluide déplacé, donc suivant uz, puisque la poussée d'Archimède ici sera orientée, alors j'ai mis un moins, pardon, c'est un plus, hein, voilà. La poussée d'Archimède sera orientée selon l'axe z, hein, contrairement au poids qui est orienté à l'opposé de l'axe z, hein, puisqu'ici j'ai bien choisi l'axe z dirigé vers le haut. Donc ça c'est un choix mathématique. Pour cette poussée d'Archimède, si on veut associer l'énergie potentielle de pesanteur, on peut utiliser donc une relation qui semble être une relation assez fondamentale ici. Une petite variation de l'énergie potentielle de pesanteur associée à l'existence de la poussée d'Archimède, c'est égal à l'opposé du travail élémentaire de cette poussée d'Archimède. Si on effectue le calcul, l'opposé du travail élémentaire donc de la poussée d'Archimède par définition, c'est moins pi fois d2m, d2m étant un vecteur de déplacement élémentaire donc de l'objet lors de sa chute. Ici, comme on n'a qu'un seul axe, on va pouvoir simplifier ça grandement, puis faire les calculs très rapidement. Donc la poussée d'Archimède, donc moins la masse volumique du fluide fois le volume de l'objet, qui est le volume de fluide déplacé. Mais ici, on a considéré que l'objet était totalement immergé dans ce fluide, multiplié scalairement donc par uz. Et d de OM sera simplement ici une petite variation de la cote dz suivant uz. Le produit scalaire uz et scalaire uz, ceci, ça fait 1. Et il va nous rester qu'une petite variation de l'énergie potentielle associée à la poussée d'Archimède va être égale à moins la masse volumique du fluide fois le volume de fluide déplacé, c'est-à-dire ici le volume de l'objet comme nous avons dit, donc fois dz, donc une petite variation, effectivement, suivant z. Alors, ici quand même quelques considérations à voir. Si on considère que la masse volumique du fluide est constante sur cette variation d'altitude, bon, ce qui n'est pas évident, hein, quand on a un fluide, en général, c'est assez dense ici dans le fond. Par exemple, si on prend l'air, hein, les couches atmosphériques sont beaucoup plus denses au voisinage du sol qu'en très, très haute altitude. Donc ici, je prends un modèle relativement simple où je considère que la masse volumique du fluide ne dépend pas de l'altitude, que G, pareil, ne dépend pas de l'altitude, ça c'est un peu plus facile à concevoir. Eh bien, dans ces considérations-là, nous allons pouvoir prendre effectivement donc l'intégrale de cette petite variation d'énergie potentielle associée à la poussée d'Archimède qui sera égale à moins ρf fois v fois g, que l'on va pouvoir sortir de l'intégrale, intégrale de dz. Alors entre quelles bornes? Eh bien, on peut prendre entre 0, c'est-à-dire le sol, et la cote z. Et cette égalité donc va être vérifiée puisque j'ai fait la même opération de part et d'autre. Mais attention, j'ai considéré que la masse volumique du fluide et l'intensité du champ de pesanteur étaient constantes ici sur la variation d'altitude qu'il pouvait y avoir. Ce petit calcul, on peut le faire donc très rapidement. Donc par la partie de gauche, on a l'énergie potentielle associée à la poussée d'Archimède à la cote z, moins l'énergie potentielle associée à la poussée d'Archimède à la cote z égale 0, est égal à moins masse volumique du fluide fois volume de l'objet, en considérant ce que j'ai dit tout à l'heure, multiplié par z. Alors, si ici je prends effectivement le choix d'imposer l'énergie potentielle associée à la poussée d'Archimède en z égale 0, c'est un choix que l'on peut faire un peu comme pour l'énergie potentielle de pesanteur. À ce moment-là, j'aurai une expression de l'énergie potentielle associée à la poussée d'Archimède, à la cote z, qui va s'écrire moins masse volumique du fluide fois le volume de l'objet fois g fois z. Donc voilà ce qu'il faudrait ajouter à l'énergie potentielle si l'on veut tenir compte de l'énergie potentielle associée à la poussée d'Archimède. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que à cette partie-là, à l'énergie potentielle de pesanteur, il faudrait donc en fait ajouter cette partie qui est négative. Donc on voit qu'en mettant le volume de l'objet, G et Z en facteur, on va voir ici une différence donc des masses volumiques, ρ donc de l'objet, moins ρ du fluide, tout ceci facteur de V fois G fois Z. Et si la masse volumique du fluide est négligeable devant la masse volumique de l'objet, effectivement l'énergie potentielle associée à la poussée d'Archimède sera négligeable devant l'énergie potentielle associée donc à la force de pesanteur. Voilà, donc ça c'était une petite considération. Si on veut tenir compte de la poussée d'Archimède, ça veut donc dire que notre énergie potentielle à la cote Z sera égale à masse volumique de l'objet moins masse volumique du fluide multiplié par le volume de l'objet multiplié par G et multiplié par Z. Donc voilà notre fonction énergie potentielle.
un peu plus complète que ce que l'on peut voir donc, en étant pris habituellement dans ce que l'on peut faire. Là, vous avez, on tient compte de l'existence de la poussée d'Archimède. Bien. Alors, pour la mise en équation, puisque cette partie schématisation relativement complète, attention avec les précautions que j'ai pu indiquer, c'est-à-dire les approximations qui sont faites et qui sont surlignées donc ici donc en vert, on peut passer donc à la mise en équation. Alors la mise en équation, on va utiliser le théorème de la puissance mécanique. Ce théorème de la puissance mécanique, il nous dit que la puissance des forces dissipatives est égale à la dérivée temporelle de l'énergie mécanique. Alors je vous rappelle que le choix d'un théorème, ici, donc on a un théorème qui fait apparaître une dérivée temporelle, ça va dépendre de la question qui est posée. Ici, si c'est la mise en équation, donc établir une équation différentielle vérifiée par la vitesse donc, de l'objet, autant prendre un théorème dans lequel apparaît effectivement donc, une dérivée temporelle. Alors évidemment, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc énergie mécanique, énergie cinétique, plus énergie potentielle. Alors si on tient compte de tout, puisque ça va simplement ajouter le terme en moins ρf par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'énergie cinétique, ici on n'a qu'une seule dimension, c'est un objet ponctuel, donc 1/2 de mg z point au carré, 1/2 de mv carré, c'est que j'ai représenté avec la composante de sa vitesse sur l'axe z. Pour l'énergie potentielle, nous l'avons ici, donc différence des masses volumiques entre masse volumique de l'objet et masse volumique du fluide, multiplié par V, multiplié par G et multiplié par Z. Si on dérive tout ça par rapport au temps, pour avoir le terme de gauche qui apparaît ici dans le théorème de la puissance mécanique, nous allons voir, alors attention ici, dérivée temporelle de Z point au carré, c'est dérivée de U au carré. Dérivée de U au carré en mathématiques, vous avez appris que c'était 2 fois UU'. Donc dérivée de Z point au carré, c'est 2 fois Z point Z point point. Le facteur 1/2 va effectivement se simplifier. Il va donc ici nous rester mz point fois Z point point, plus la dérivée de ce terme-là, tout ce qui est devant Z est un terme constant. Donc on va pouvoir le garder en facteur. Et ce sera ici donc fois Z point, puisque la dérivée de Z par rapport au temps, c'est bien Z point. Donc voilà la dérivée temporelle de l'énergie mécanique. On voit que dans cette dérivée temporelle de l'énergie mécanique, on peut mettre Z point en facteur. Donc ça sera Z point, facteur de mz fois Z seconde, plus différence des masses volumiques entre l'objet et le fluide, fois V, fois G. Voilà pour l'énergie mécanique dérivée par rapport au temps. Maintenant, la puissance des forces dissipatives. Alors, la puissance des forces dissipatives. Les forces dissipatives, bien ici, ce sont les forces de frottement fluide. Par définition, la puissance d'une force est le produit scalaire de cette force par le vecteur vitesse. Pour la force, ici, nous avons vu que c'était moins h fois le vecteur vitesse et v scalaire v. Ici, ça nous donne donc moins h fois v au carré. Bon, je n'ai plus besoin de mettre de flèche, parce que v scalaire v, c'est égal au carré de la norme de v. Et ici, donc, comme la vitesse n'a une composante que selon OZ, v qui intervient ici, donc le carré de la norme, c'est le carré de z point, donc la composante du vecteur vitesse selon l'axe OZ. Donc moins h z point carré pour la puissance des forces dissipatives. On écrit donc cette égalité, donc le terme de gauche qui est égal au terme de droite. On va donc avoir, je vais faire passer donc ce terme-là, donc le terme, hop, ici, qui est le terme de gauche, je vais le faire passer à droite de l'égalité, de façon à rendre tout ça en une seule équation. Voilà. Et en même temps, on va pouvoir effectivement mettre z point en facteur. Donc le terme qui était à gauche arrive à droite de l'égalité, donc j'ai 0 égale em point, donc il y a z point en facteur, z point facteur 2. Tout ce qui est entre parenthèses ici, donc mz point point, plus différence des masses volumiques de l'objet et du fluide, fois le volume de l'objet, fois g, moins h fois z point au carré qui passe de ce côté-ci, qui devient plus h fois z point au carré, mais attention, j'ai déjà un z point en facteur, donc plus h fois z point. Donc tout ceci est égal à 0, bien il y a deux possibilités, effectivement. Soit nous avons ici z point
qui est égal à 0. Alors on va écarter cette possibilité puisque z point est égal à 0, ça correspond à un objet qui est à l'arrêt, alors qu'on est en train d'étudier un objet qui est en chute verticale, ici dans le fluide. Ou alors, donc la deuxième solution, c'est tout ce qu'il y a ici entre crochets qui est égal à 0. Et ceci peut s'écrire donc sous la forme d'une équation différentielle. Donc ceci égal à 0, ça c'est la deuxième possibilité, c'est celle que nous allons retenir. Ce qui sera donc équivalent à z point, je vais tout diviser par m, plus h sur m. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur quelque part, non, plus h sur m fois z point, voilà. Le terme qui est ici, donc tout ça est égal à 0, je vais le faire passer à droite de l'égalité, est égal donc à moins différence des masses volumiques fois V fois G. Alors oui, j'étais perturbé parce que j'ai écrit ça donc en fonction de la coordonnée, z point et ici z point, et j'ai dit que je m'intéressais donc à la vitesse, ce qui peut aussi s'écrire ici. Z point, c'est la dérivée seconde de z, c'est-à-dire la dérivée première de la dérivée première de z, autrement dit que vz point, plus h sur m vz, vz étant égal à z point, est égal à moins différence des masses volumiques fois le volume de l'objet fois g. Donc là, nous avons la mise en équation qui est faite, donc équation différentielle du premier ordre, vérifiée par vz, avec un second membre qui est une constante. Alors constante, avec les considérations que nous avons eues, notamment tout à l'heure. Alors quand on a ce type d'équation différentielle, donc on passe à l'étape suivante, puisque là nous avons fait que la mise en équation. Pour la résolution, on voit bien que dans cette équation différentielle, quand on a un peu l'habitude, vous avez un terme ici qui est devant, qui est homogène donc à l'inverse d'une durée, c'est ce qu'on peut poser est égal à 1 sur tau, donc en d'autres termes dans la résolution, on peut dire on pose tau est égal à m sur h, parce qu'ici la dérivée temporelle d'une vitesse, c'est une vitesse divisée par des secondes. À une vitesse divisée par des secondes, je dois ajouter une vitesse divisée par des secondes pour des raisons d'homogénéité. On ne peut ajouter que des grandeurs qui s'expriment effectivement donc dans la même dimension. Ce qui nous permet ici d'avoir tau, une constante caractéristique de l'évolution de la vitesse selon l'axe ici au z. On peut poser également donc, tout le terme qui est à droite comme une constante. Donc on peut noter cette constante grand K, par exemple grand K qui est égal à moins différence des masses volumiques fois V fois G, ce qui va simplifier un petit peu notre écriture de l'équation différentielle, et on va reconnaître une forme qui est bien connue de l'équation différentielle. Donc Vz point plus 1 sur tau fois Vz est égal à une constante grand K en posant tout ceci. Ce type d'équation différentielle a une solution qui est bien connue. Donc Vz de t, équation différentielle du premier ordre, égale donc solution particulière. La solution particulière, on voit, comme le second membre est une constante, on doit chercher une vitesse Vz qui est une constante, mais lorsque Vz est constante, ça veut dire que Vz point est égal à 0. Donc la constante que nous cherchons, Vz, c'est k fois tau. Voilà, donc ça c'est la solution particulière, plus la solution de l'équation sans second membre, et la solution de l'équation sans second membre ici va s'écrire sous la forme a fois exponentielle moins t sur tau, solution habituelle qu'on redémontre assez facilement, donc mathématiquement parlant, les solutions qui en physique on doit connaître effectivement par cœur. Alors, quand on a ceci, on peut avoir une réflexion sur la signification de k fois tau. Alors, k fois tau, je vous rappelle ici, on peut l'écrire en fonction des paramètres donc, du problème. À quoi correspond k fois tau? Alors, deux façons de voir. On peut voir dans l'équation différentielle
ce que ça peut être. On a dit c'est on cherche la solution particulière. La solution particulière, c'est quand il n'y a plus de variation de Vz. Quand il n'y a plus de variation de Vz, on se doute bien que c'est quand on a atteint ce qu'on appelle la vitesse limite. Ce qu'on peut voir aussi dans la solution ici, c'est quand on attend suffisamment longtemps, c'est-à-dire lorsque t est suffisamment grand devant tau. Alors le suffisamment grand, on pourra en discuter, hein. C'est quelques fois tau, ça peut être à partir de 3. Alors souvent on prend un critère quand t est supérieur ou égal à 5 fois tau, parce que l'exponentielle moins 5, ça veut dire qu'il reste plus grand chose. Exponentielle moins 5, ça doit être 0,007, donc c'est tout petit en fait. Ça veut dire que c'est effectivement donc la vitesse atteinte au bout d'une durée suffisamment grande, ce qui s'appelle la vitesse limite. Donc ici, k fois tau, ça peut être appelé la vitesse limite, c'est-à-dire la vitesse maximale que l'objet va pouvoir atteindre donc en tombant dans le fluide. Eh bien, ça, on va pouvoir s'en servir pour déterminer la constante, notamment A, hein, qui va dépendre des conditions initiales. Donc, pour déterminer A, on va regarder ce qui se passe à l'instant t égale 0. Donc là, il faudrait remonter sur le schéma. Je vous rappelle qu'à l'instant t égale 0, on avait considéré que Vz, c'est-à-dire ce qu'on avait noté z.0, donc à l'instant t égale 0, donc Vz à l'instant t égale 0 égale à 0. Je me sers de l'équation, donc de la solution que je viens d'écrire, donc c'est égal à k fois tau plus a fois exponentielle 0, mais exponentielle 0 c'est 1, ce qui veut donc dire que ici la fameuse constante qui est la constante pré-exponentielle, elle est égale à moins k fois tau. Le fait que cette constante a est égale à moins k fois tau, on voit ici qu'on peut mettre k fois tau en facteur, et au final, pour la résolution, on aura donc Vz à n'importe quelle date t, qui va être égal à k fois tau, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc voilà la solution ici de notre équation différentielle. Je rappelle avec ici donc le facteur que j'ai mis à cet endroit-là, qui n'est rien d'autre que la vitesse limite, c'est-à-dire la vitesse maximale que l'objet peut atteindre lors de sa chute. Alors contrairement à la chute libre, vous voyez que là il y a une limite, effectivement, on met en évidence au moins une vitesse limite, alors même si quelquefois dans des fluides un peu trop denses ou quand les vitesses sont un peu trop élevées ou un mix entre les deux, cette vitesse limite va être mal estimée, puisque le modèle linéaire des frottements fluides n'est valable que pour des objets qui avancent assez lentement, on va dire, dans un fluide assez peu dense. Alors dans l'air, avec des vitesses de l'ordre d'une dizaine de mètres par seconde, ça marche à peu près bien comme modélisation. Mais dès que les vitesses seront plus élevées ou que les fluides seront plus denses, cette modélisation ne sera pas très fiable non plus. Il va falloir donc encore complexifier cette modélisation, prendre éventuellement un modèle quadratique pour les forces de frottement fluide. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on utilise une modélisation, il y a des limites à cette modélisation et il faut évidemment toujours s'en soucier. Alors, là, la résolution donc, de l'équation, donc l'étape mathématique est faite. Il faut donc évidemment, après tout ça, en faire une petite interprétation. Alors, si on regarde un petit peu notre solution, je vous le rappelle, le meilleur moyen de faire une interprétation donc, assez rapide, hein, c'est de faire une évolution temporelle sur un graphique. Comment évolue Vz? Alors attention, hein, je vous rappelle que Vz, c'est la coordonnée du vecteur vitesse selon l'axe Z. On avait choisi un axe Z qui était orienté vers le haut alors que l'objet était en train de tomber, c'est-à-dire qu'on va obtenir un Vz négatif. Ben oui, c'est pas étonnant, hein, je vous rappelle ici que dans cette expression, k fois tau, qu'on a appelé vitesse limite, alors peut-être improprement ici d'ailleurs la vitesse limite, hein, je devrais noter Vz limite, en toute rigueur, hein, c'est la coordonnée suivant Z, donc limite. Ici, elle est égale donc à moins, donc k fois tau ici, donc on va voir moins ρ f, donc masse volumique de l'objet moins masse volumique du fluide, multiplié par V, multiplié par G, et multiplié par tau, c'est-à-dire par M sur H. Multiplié par M sur H. Donc si la masse volumique du fluide est inférieure à la masse volumique de l'objet, ce que nous avons considéré, hein, sinon la poussée d'Archimède serait importante et plus importante que le poids, et on aurait une sorte de ballon stratosphérique qui serait en train de monter. Donc avec ρf plus petit que ρ, on voit bien que cette coordonnée donc de la vitesse suivant z limite est négative. Ce qui me pousse à tracer un graphique avec uniquement donc ici le cadran inférieur
Vz en fonction de t. Alors on retrouve effectivement qu'à l'instant initial, Vz était égal à 0, que si on attend suffisamment longtemps, on va atteindre une composante Vz limite qui va être négative, ce qui va nous donner donc une asymptote horizontale. Et entre les deux, bien, la courbe va avoir une évolution assez rapide au début, puisque l'accélération est importante au début. Et plus l'objet va tomber, plus les frottements fluides seront importants, et moins l'accélération sera importante, jusqu'à ce que, effectivement, la vitesse va coïncider, alors à peu de choses près, avec Vz limite. Et on peut montrer que, ici, lorsqu'on a t qui est égal à 5 fois tau, eh bien, à cet endroit-là, on a quasiment Vz limite, c'est-à-dire on a du 93 ou 97% de Vz limite. C'est-à-dire c'est quand on remplace t par 5 fois tau, on a du 1 moins exponentielle moins 5, et 1 moins exponentielle moins 5, c'est quand même très proche de 1. À ce moment-là, on va considérer que la vitesse limite est atteinte. Donc, vous voyez qu'ici, en termes d'interprétation, eh bien, tau est bien une constante de temps qui est caractéristique de l'évolution temporelle du système. Et un des critères que l'on peut souvent prendre, effectivement, c'est lorsque t égale 5 tau, on peut estimer que la vitesse limite est atteinte, c'est qu'on a un nouveau régime permanent. Donc voilà pour cette mise en équation. Alors l'interprétation a été assez rapide ici, mais ça permet de voir que au niveau donc de la modélisation, c'est quelque chose qui est quand même relativement important. Il faut bien choisir, il faut bien connaître les limites. Ici, nous avons un modèle un peu plus perfectionné que la chute libre, mais on peut encore effectivement donc